Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 29 de SI. Je suis avec mes deux compères habituels, Alexandre. Yo. Et Charles. Yo yo. Voilà, et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode et nous allons parler de comment pourrions-nous prédire l'avenir de l'humanité. Alors vraiment l'humanité au sens large, hein. Attention on insiste bien. Les personnes, les comportements. Voilà, et je sais pas, par exemple, être capable de prédire des guerres mondiales ou des cataclysmes ou que sais-je encore. Enfin, Ou la fin du monde. voilà, pour 2012. Oh merde. c'est ballot. Zut, on a la bourre. 21 décembre 2012, c'est ça? Ouais, c'était ça, je crois. Hein. Voilà. Enfin, ce genre de petites choses sympathiques. Qui c'est qui commence déjà? C'est Wham. Ah, voilà. Alexandre, je t'en prie. Tu peux commencer à parler de plein de choses. Ouais, ah oui, pour... peut-être avant quand même. C'est l'épisode 29, quoi, quand même. Hein. Ouais, j'ai un peu oublié de parler du Twitter, du Facebook. On s'y remet un peu là. On les a un peu laissé tomber, surtout le Facebook, il marchait plus trop. Mais bon, on s'y remet. Donc n'hésitez pas à poster un petit truc si vous avez besoin de dire des trucs. Voilà, le YouTube, vous pouvez donner vos commentaires, tout ça, et le Tumblr, comme d'habitude, et-si-anticipation.tumblr.com. Puis maintenant, les fichiers sont disponibles au téléchargement. Si voilà. Oui, il y a un petit article sur le Tumblr, si vous voulez télécharger la version MP3 de SI, on nous a demandé de les avoir, donc on l'a fait bien volontiers. Donc il y a juste un lien, vous faites clic droit dessus, enregistrer sous, et ça vous donne l'épisode en MP3 pour mettre, je sais pas, sur votre téléphone pour écouter quand vous avez pas le net ou un truc comme ça. En balado-diffusion. Voilà. Et voilà, donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas, on mettra à chaque fois que les épisodes sortiront, on rajoutera un petit article avec le lien ou un truc comme ça, je sais pas comment je ferai, on verra. Voilà. Oui, dans tous les cas, les gens trouveront. Oui, ils trouveront. Je m'inquiète pas sur iTunes. Donc, on n'est pas sur iTunes. On va commencer avec, on a appelé cette partie-là la théorie newtonienne, mais c'est un peu la partie prédire l'avenir avec les sciences, en gros termes. Alors, on va s'intéresser à des théories, plus des fonctionnements de pensée qui ont amené à la prédiction, donc c'est le terme de prédire, du futur. Alors, un des gros thèmes là-dessus qu'on doit principalement Newton et Leibniz, c'est des mathématiciens et physiciens, c'est la prédiction dynamique. Alors, on est dans un ensemble, un système dynamique, c'est-à-dire qui est en mouvement, qui a un but, qui change d'état à chaque moment. Voilà, je suis pas là pour expliquer comment fonctionne le temps, on s'en fout de toute façon. Voilà, c'est juste qu'on dit que un état maintenant il se passe, c'est ça, plus tard ce sera autre chose. Cet événement est dynamique, donc comme on a su à travers les différents âges prédire des mouvements, prédire des transformations, pourquoi on pourra pas prédire tout simplement tout système dynamique? C'est-à-dire je connais l'état à T0, je connais l'état à T1, donc par récurrence je peux trouver à T2. Ouais. Voilà, c'est cause à effet. Oui. Alors j'allais y venir, c'est un système qu'on appelle déterminisme, qui dit que si mon état T2 dépend de mes états précédents, T0 et T1, et donc comme mon état T1 dépend de T0, et à partir de T0 je peux aller jusqu'au bout par itération et avoir totalement un état actuel qui va me donner mon état passé et mon état futur. Oui. Voilà, c'est totalement déterminisme, c'est-à-dire que si ça se passe totalement, c'est complet. C'est ça se passe comme ça et pas autrement. Oui. Voilà. C'est vraiment voilà. Si on connaît la position de tous les atomes dans tout l'univers à un moment donné, et à un moment donné plus 1, on est capable de même à T0 hein, comme tu sais que tout se déplace de certaine façon et qu'il y a un fonctionnement dynamique tel, l'état T0 te donne les états T-X et T plus X. Voilà. Ouais, et ça sous-entend, en fait, il faut une connaissance complète des lois de la thermodynamique et de la dynamique, de tout, etc. Toutes les lois physiques universelles de l'univers. Voilà. On attribue ce fonctionnement de pensée à Newton parce qu'en fait, il l'a appliqué lors de ses travaux sur les mouvements des planètes et des satellites.
qui à partir d'un positionnement actuel, tu peux dire le satellite était là avant et il sera là après. Voilà. Alors pourquoi ne pas extrapoler ça de façon totalement superflue à l'univers complet? C'est le pas qu'il a franchi. Donc sachant que les lois newtoniennes pour ce coup-là sont révélées pas tout à fait justes, quoi. Voilà. Parce qu'il y en a un qui est passé derrière qui a dit non, alors, ça marche pas pour tout. des belles approximations. Voilà, c'était c'était quand même très très juste comme résultat, mais il y avait une marge d'erreur, quoi. Bah oui, mais Mr. Einstein est passé et a je pense aussi amélioré ses approximations. Même si là très récemment on a eu encore des très belles avancées technologiques sur les ondes gravitationnelles. Voilà, sur le fait que c'est tout frais, c'est prouvé maintenant. Ouais. C'est très beau, quoi. C'est encore une fois on montre que les grands chercheurs avaient trouvé certaines choses, ils en étaient sûrs et totalement conscients, mais ils savaient pas encore totalement l'expliquer. Et ils l'ont trouvé, conféré Einstein et surtout Mendeleïev. Mais bon. Oui, c'est très moderne cette manière de faire de la physique et des maths aussi d'ailleurs, de dire je suppose qu'il y a ça, donc la théorie ça veut ça. Puis à un moment dans la pratique on se dit ouais t'avais raison en fait mec, ouais t'avais raison, ouais. C'est ça. Je montre une chose qui va arriver, je le sais. Je ne sais pas encore l'expliquer, mais ça va l'arriver, donc. Prenez pas ça pour content, mais par contre, l'oubliez pas quand ce sera démontré. C'est ça. Ouais. Toute cette théorie prédictive et compagnie a amené un peu Newton dans une partie un peu obscure de sa vie, parce que Newton, partie personne, est différente de partie scientifique. Hein. La partie scientifique de ce qu'on retient de lui, c'est très bien, mais par contre, c'est une partie de humain qui est contestable. Voilà. Ouais. Qui est contestable, comme toute personne. Il a émis dans cette dynamique prédictive extrême que une de ces un peu à la Nostradamus que la fin du monde serait pour 2060. On verra en 2060. Voilà, on verra en 2060, mais le problème c'est qu'il y a des calculs, des personnes qui ont repris son calcul un peu loufoque, parce que en fait il était un peu religieux Newton, mais bon, voilà. C'était un peu loufoque et en disant que selon lui en plus il s'est gouré dans les calculs qu'il a fait. Il était peut-être aveuglé par certaines personnes ou autres, et c'était un peu aussi un moment de sa vie où il avait déjà pondu ce qui était bien, et qu'il s'intéresse au reste. Donc la prochaine fin du monde, c'est en 2060. Alors oui, mais sauf que ça a été rétabli apparemment, c'est en 2066 ou 70. Après c'est formules à lui. D'après ces formules un peu loufoques. Mais il y en aura bien un qui aura raison à force. Il a fait quoi? Il s'est appuyé sur toutes ces lois de physique qu'il a élaborées. En fait, c'est encore un problème de mouvement de planète. Mais après, j'ai pas envie d'en dire plus parce que pour moi c'est de la théorie conspirationniste, comme on verra après. Oui, je vais en parler un petit peu aussi. Voilà. On va continuer, je veux dire, avec tout ce qu'on a. Ce sera surtout dans le podcast d'après que j'en parle. Un dynamisme prédictif. On va continuer avec d'autres théories qui limite s'opposent un peu à ça. Et qui sont assez très courants dans la vie qu'on utilise de façon peut-être un peu trop galvaudée et compagnie. Principalement, c'est la théorie du chaos. Alors, la fameuse théorie du chaos avec qui dit, pour faire simple, le battement d'aile d'un papillon au Pérou va déclencher un tsunami en Chine. Oui. Voilà. Donc, en gros, c'est se dire que un impact infime par ricochet et roulé-boulé va amener à quelque chose d'énorme. Oui. Cette théorie est plus que contrebalancée par le fait que si un petit truc déclenche quelque chose d'énorme, ce petit truc l'annule aussi. Alors, oui, ça t'a l'air pensif. Ouais, non, en effet, c'est pas faux. Globalement, on peut se dire, oui, ce battement-là va faire un tsunami, mais par contre, le battement d'aile d'après va l'enlever. Oui. Donc, ce qui fait qu'il y a un équilibre dans les catastrophes qui s'annulent. Voilà. Ouais. C'est encore une fois c'est très extrapolé, mais cette théorie du chaos indique que encore une fois c'est limite c'est prédictif parce que c'est une suite d'événements dynamiques qui vont amener à quelque chose. Mais bon, c'est comme faire des raisonnements qui n'ont aucun sens, quoi. C'est vraiment totalement à côté de la plaque, même si c'est un schéma de pensée, mais l'application n'a jamais donné quelque chose de correct. Voilà, sauf dans ma dernière partie maintenant, qui est principalement
il y a une chose qu'on utilise énormément en dynamique prédictive et compagnie, c'est un grand parti des sciences mathématiques qui s'appelle la théorie du jeu. Alors la théorie du jeu s'appuie de toute façon sur cette base d'analyse pour amener à des conclusions. On va reprendre, on va dire que la vie en fait c'est un jeu et qu'on est en train de jouer à un jeu de société et que le but est de gagner. Ouais. Je connais pas trop en jeu de société, mais on devrait s'en sortir. Voilà. Le but c'est de gagner, donc chaque joueur va durant ses actions possibles faire tout pour gagner. Donc pour faire cela, il va optimiser au maximum ses mouvements et ses actions. Chaque joueur va donc le faire. Si on définit un certain ordre de tour de jeu à chaque personne, on va avoir dans un monde idéal, la prise d'action maximum qui va rapporter le plus de points par chaque personne. Oui. Donc, si on fait une analyse de ça, ça veut dire que je prends un moment de la partie, j'aurai tous les joueurs qui ont fait le maximum possible pour gagner le plus de points. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est la mise en place. Oui. Voilà. Pour définir qui va gagner ou alors qui va sortir son épingle du jeu. Le but de là, c'est d'avoir une analyse complète, une analyse prédictive de l'évolution de ce jeu, de ses avancements de chaque tour, et donc de prédire d'une certaine façon quand c'est à soit de jouer ou alors quand l'humanité peut avoir un impact. Voilà. Parce que encore une fois, c'est là on met tout au maximum, on met au cran possible que ils ne font pas d'erreur. Ils font des actions qui ont des impacts directement à long terme sur l'avantage. Oui, et surtout quel meilleur choix à long terme. Qui est le meilleur choix. Ouais. Donc, globalement. Ça marche pas trop comme ça. Ouais. Voilà. On est on est dans pleine analyse. L'application maintenant à la vraie vie, c'est, on a fait un épisode sur le big data. Et on est très clairement là-dedans. Avec toutes ces données qui sont récoltées, on peut modéliser un schéma de conscience de quelqu'un et dans un domaine précis proposer exactement ce qu'il souhaite. Donc ainsi, je peux à partir de toutes les données que j'ai récoltées analyser le prochain mouvement de la personne, donc la prochaine action, dans le cas où ce qu'il va faire, c'est le mieux pour lui. Cependant, le gros problème de ce dont je parle, c'est qu'en fait, c'est considéré que la personne va agir de la façon la meilleure possible et pas de celle qu'il a envie. Oui. Donc, là, on est dans des soucis, enfin pas des soucis, mais dans la philosophie. Donc, est-ce que je fais quelque chose pour être au maximum de mon potentiel, ou alors est-ce que je fais quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que j'ai mon libre arbitre? Donc on est dans la vie. Est-ce que je contrôle ma vie? Voilà. Très clairement. L'idéal, c'est que ce serait de dire par la théorie prédiction dynamique que non. Bah non, aucun libre arbitre, vu que je connais l'état 0, je connais l'état plus 1. Qu'importe ce que tu vas faire, de toute façon, ce sera l'état plus 1. Le problème de cette théorie, c'est bien l'humain, en fait. Oui. Parce que le choix, le fait de se tromper, le fait de... Parce que ce genre de choses fonctionne très bien sur de la prédiction météo, par exemple, où l'humain ou quiconque personne qui serait au courant de ce qui va se passer n'a aucun impact. Mais éventuellement un hélicoptère, mais encore. Ouais, mais c'est tellement négligeable que ça a très peu d'impact. De la même manière qu'un battement d'aile de papillon. Voilà, encore que la prédiction météo, on sait aujourd'hui que c'est pas toujours très juste et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais enfin, disons que du moment où tu induis sur la prévision de l'avenir de l'humain, potentiellement, s'il sait quel va être son avenir, il va potentiellement le changer. Enfin, dans un cycle sans fin. Très compliqué, quoi. Ouais. Sauf si on admet qu'il n'y a pas de libre arbitre. Alors, c'est ça. Parler, mais je vais en parler après, de toute façon. Oui. Donc encore une fois, toute cette analyse prédictive, ces prédictions newtoniennes et compagnie, sont des grands carcans qui sont des schémas de pensée très scientifiques, mais qui oublient une partie très molle de la science. Qui est l'humain, mais pas forcément l'humain en la personne humaine, les animaux, les plantes, et un grain de folie naturelle qui est présent en toute chose, même dans les cailloux réhydratés. D'accord. Ça y est, tu l'as placé. Voilà. Ok. On va parler pendant tous les podcasts de ce truc-là. Voilà, surtout le prochain. D'accord. Ok. Très bien. Du coup, je vais rebondir un peu sur ce que tu nous dis là, si c'est bon pour toi. Ouais, c'est voilà. Parce que moi, donc je vais vous parler un peu des algorithmes prédictifs.
qui est complètement lié, enfin, on va voir après, qui est quand même à partie à la base des théories newtoniennes notamment. Et je vais commencer par donner des exemples existants de choses qui se font déjà actuellement. Alors on a parlé de la météo. Ça c'est un cas à l'échelle météorologique, pas à l'échelle humaine, pas à l'échelle de l'humanité, mais on a d'autres choses. Typiquement en Angleterre, ils ont mis en place un système pour la police qui fonctionne sur un système statistique qui va te dire tel jour de l'année, il y a eu à tel endroit 10 crimes et là il y en a eu 0 et là 0 0 0. Du coup, ils déduisent le déploiement de leur force de police en fonction des probabilités et des statistiques des années précédentes, et en fait ils ont des données sur de nombreuses années. C'est numbers. Ouais, c'est un peu numbers. Bon, en effet. C'est mathématiques pour la police. Les mathématiques pour les nuls. Alors ça marche avec la météo, ça marche avec la police, ça marche avec aujourd'hui toutes ces algorithmes, j'ai envie de dire simplistes, parce que ils ne gèrent finalement globalement c'est que de la statistique. La météo, il y a aussi des études de fluide, de mouvement de fluide et de choses comme ça, mais par exemple le cas de la police c'est de la statistique. On fait ça aussi sur des trucs tout bêtes, type la publicité ciblée. Ouais. Et c'est des statistiques de ce que vous avez consulté, de tel âge vous avez, de machin. Statistiquement, ça va t'intéresser. Donc c'est pas de la prédiction d'avenir, évidemment. Les votes. Les votes, oui, les sondages, les choses comme ça, voilà. Ouais. Tout ça, c'est de la statistique. Alors ça, c'est là, on va dire, la base de ce qu'on pourrait appeler les algorithmes prédictifs. J'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est le terme exact. Mais finalement, le plus gros problème de ces algorithmes-là, c'est que, ça se base sur de la statistique, donc il faut de la donnée, premièrement. Et il faut de la donnée, et beaucoup. Parce que pour que ça soit exact, plus on a de données, plus c'est exact. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on veut ramener ce genre d'algorithme à l'échelle de l'humanité, il faut de la donnée il faut beaucoup de données, mais sur beaucoup de sujets. Oui. Sur énormément de domaines, même quand on y réfléchit, parce qu'il y a le comportement de l'humain, le comportement du climat, le comportement de l'univers, le comportement des planètes, ça fait beaucoup de choses. Bon, donc là déjà compliqué, mais allez, admettons, possible. On pourrait y arriver. Possible avec tout ce qu'on a. Admettons que on arrive à avoir suffisamment de données, qu'au fil des années et des années on acquiert de la donnée, et on a finalement assez de données pour avoir des statistiques fiables. Maintenant on va avoir un autre problème. Les statistiques et de prédire l'avenir de l'humanité via ces statistiques ne peut pas prédire quelque chose d'inattendu entre guillemets. J'appelle quoi quelque chose d'inattendu? J'appelle une nouvelle technologie qu'on n'aurait jamais entendu parler, mais dans 50 ans on aura peut-être une nouvelle technologie qu'on connaît pas, comme je fais un parallèle par exemple, je sais pas, avec la Renaissance et maintenant on a les téléphones portables. À l'époque ils y pensaient pas vraiment, hein, donc voilà. Même à plus à court terme, parce qu'il y a beaucoup d'inventions qui ont été trouvées de façon un peu anarchique. En plus, principalement les outils de nettoyage qui étaient en fait merde, j'ai laissé tomber dans ma fabrique d'explosifs ma poudre dans mes toilettes. Ça a tout nettoyé. Ah oui, voilà. Donc en plus, il y a encore pire. Hein, et donc du coup, ces statistiques ne peuvent pas prédire tout ce côté aléatoire. Alors on pourrait dire, et c'est ce qui se dit souvent, c'est-à-dire que notamment avec les systèmes de police dont je parlais, on va se dire oui, mais c'est pas si grave parce que vu qu'on fait ça sur du calcul de masse, même s'il y a de l'aléatoire au milieu, c'est insignifiant, et au final les stats elles sont peut-être pas exactes, mais elles sont suffisamment justes. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai à court terme. C'est pas pour tout. Et c'est pas pour tout. Imaginons, on a notre système probabilistique qui existe, avec toutes nos stats, nos données et tout qui va bien, et on veut calculer l'avenir de l'humanité dans 100 ans. Ça fait des millions de calculs. Si chaque calcul a un pourcentage d'erreur, même infiniment faible, le résultat final ne voudra juste rien dire. Surtout que les calculs n+1 vont s'appuyer sur les n. Exactement. Donc tu prends de l'erreur sur de l'erreur sur de l'erreur sur de l'erreur. L'erreur va vite s'amplifier sur ce genre de... Oui, et ça s'additionne pas, hein, ça se multiplie. Ça se multiplie. Ça devient exponentiel, l'erreur, globalement, pour faire simple. Ouais. Et au final, le résultat sera juste complètement débile. Alors du coup, je reviens au cas de la police, parce que je trouve que c'est un cas intéressant, en tout cas qui est concret, ça fonctionne bien leur système parce que ils mettent à jour leurs stats. Et leur intérêt, c'est pas de prédire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, là où il faudra mettre les flics, mais dans l'année qui vient, en gros. Ouais, c'est ça, c'est... Donc là, ça fonctionne bien, parce qu'on met à jour les stats et tout ça. Mais encore, et j'ai pas fini parce que de casser tout ça, il y a encore un cas où ça ne peut pas fonctionner et où ça risque de poser de nombreux problèmes, et on en a déjà un peu parlé juste avant, c'est que, enfin, très rapidement, c'est que, deux choses. La première, c'est que simplement, imaginons les criminels sont au courant que la police utilise ce système-là, ont des statistiques,
Du coup, ils savent que les policiers vont être déployés à tel endroit. Du coup, ils vont aller commettre leurs crimes ailleurs. Ah oui, Oui. c'est la base. Et du coup, le problème de ce genre d'algorithme fonctionnant sur des stats, et même d'ailleurs de prévision d'humanité en général, sans parler forcément que des stats, on y viendra après, c'est que du moment où t'es au courant du résultat vers lequel tu vas, ben potentiellement ton résultat il est cassé. Alors Donc, moi, dans le cas où on n'a pas de libre arbitre je et on vais n'a pas parler de ce que je connais dans le cadre des intentions de vote dans un. Ah bon, alors on va faire une petite coupure parce qu'on avait oublié de vider la mémoire de la caméra et qu'on n'a plus de place. On fait une coupure et on revient tout de suite. Alors nous revoilà, désolé pour la petite coupure. Et donc Charles, tu disais. Alors oui, je voudrais parler de ce que je connais pour l'exemple. Hein, on parlait des policiers, du fait est que les criminels pouvaient prévoir les trucs. Ouais. Alors, en politique, sur les sondages politiques, ils prévoient ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui veulent pas voter, veulent pas dire pour qui ils votent, ou qui parce qu'ils sont anarchiques ou je sais pas quoi, disent n'importe quoi juste pour embêter le système parce qu'ils aiment pas le principe de sondage. Ouais. Principe de sondage qui est vraiment critiquable hein, d'ailleurs au niveau de la société parce qu'on vous dit à peu près sur quel candidat ça serait intéressant de voter parce que les autres ils veulent rien, etc. quoi. Oui, bon ça. Donc, bon, ouais, voilà. En effet. Ça c'est à part. Il faut savoir qu'ils les organismes de sondage placent un certain pourcentage de la population et se basent sur les votes et les votes N-1 si j'ose dire avec le décalage par rapport au résultat réel et avec certains autres tout simplement certains autres éléments qu'ils ont en plus quoi. Typiquement, je sais pas, mais pour le coup, c'est assez précis et ils arrivent à avoir à diminuer ce pourcentage assez fort, on va dire 20% de la population qui disent n'importe quoi dans les sondages, à le diminuer fortement vers le 1% ou le 2%, quoi. D'accord. Donc, il y a quand même un travail là-dessus. Voilà. Donc typiquement sur le voleur, ça pourrait se faire. On compare ceux qui sont malins, etc. On se dit voilà. Après, le problème c'est que dans le cadre d'un vote, bon, il y a un choix limité de possibilités, restreint. Alors que dans le cadre de vol ou de cambriolage ou voilà, ça reste quand même sur toute l'Angleterre pour le coup. Oui, non, je crois que c'est pour l'instant testé dans une ville d'Angleterre. Enfin, c'est pas testé à l'échelle de l'Angleterre pour l'instant. Oui, bon. Mais enfin, ça n'empêche que c'est compliqué. Il peut y avoir un contre-coup, enfin un contre-sondage en se basant sur le N-1. Sachant que même si tu peux te baser sur le N-1 pour améliorer tes résultats et tout, du moment où le mec arrive à avoir le résultat que tu as prévu, tu casses quand même ta prédiction. Pour cette personne en tout cas, et si tu répands ça à l'échelle de la société, bah pour tout le monde. Le truc c'est que les prédictions de ce niveau-là où il y a vraiment une échelle humaine, j'ai du mal à croire qu'on puisse aller sur du 100% à un moment. Oui, non, mais tout ce qui est statistique, en aucun cas t'es là pour faire du 100%. Donc tu ferais pas des statistiques, c'est de la proba. C'est exactement ça. Mais avec de suffisamment grandes valeurs, de suffisamment grandes échelles, tu peux être capable de dire là c'est quasi sûr qu'il va y avoir un truc par exemple. Ouais. Le problème c'est que vu que tu as un facteur humain et je pars du principe qu'on a notre libre arbitre, vu les émissions qu'on fait, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Non. Je sais pas. Voilà. On va en parler après. Newton. #Newton. Voilà. Ah oui, non mais bon, donc ça se défend comme point de vue. Non mais voilà, donc ça veut dire que du moment où tu arrives à avoir accès aux résultats, tu peux prendre complètement le contre-pied de ces résultats. Ouais. Voilà. Donc, alors, ça c'était le premier truc qui recasse encore cette théorie. Et l'autre truc, et là je vais reprendre la théorie que tu as dit juste avant, à savoir en gros, si on est capable de savoir toutes les positions de tous les atomes de l'univers à un instant T, on pourra dire à T+1, si on a toutes les règles mathématiques et tout qui vont bien, où ils seront quoi. Et donc prédire l'avenir de proche en proche. Oui mais non. Oui mais non, parce qu'il y a le principe de... comment ça s'appelle déjà ? Je sais pas, j'ai pas noté, c'est pas grave. Bref, d'observation. Le principe d'observation, je sais pas le terme exact, qui consiste à dire que à partir du moment où tu observes l'état notamment d'un atome, tu en perturbes son état, et du coup, tu fausses ta prédiction. Ça c'est du quantique. Ça, on passe dans la mécanique quantique. Alors ça, du coup, je pense que tu en parleras plus dans ta partie, donc c'est pour ça que je dis juste ça. Voilà. Même ça, c'est pas vrai en fait. C'est compliqué. Si c'était facile, ça se saurait, hein. On saurait déjà l'avenir de l'humanité.
Non, de toute façon, je vais pas rentrer dans les théories quantiques parce que j'ai pas la prétention de m'y connaître plus que ça. Oui, oui. Et je pense qu'il y a des très bons podcasts qui développent le sujet bien mieux que moi. C'est sûr. Mais oui, il y a plusieurs points que j'ai pas fini. Hein. Mais Ouais. c'est juste pour faire un parallèle. Et maintenant, je termine juste par un truc qui va être un petit peu long, mais c'est pas grave. Allez, vas-y. Pour parler quand même d'une œuvre et d'un roman, vous savez, j'aime bien parler de romans et de choses comme ça dans les podcasts de Chi. Je déroge pas à la règle. Je vais encore vous en parler d'un parce que Vas-y. un qui est absolument, je pense, C'est le pilier. essentiel dans la vie de quelqu'un qui aime la science-fiction, on va dire. Évidemment, un auteur absolument immense et respecté et reconnu, connu et reconnu encore et encore, c'est bien sûr Isaac Asimov, qui a écrit plein de choses, mais notamment deux grosses sagas, Les robots et Fondation. Bon, les robots, je pense que vous connaissez, les lois de la robotique, Isaac Asimov, tout ça. Il y a eu des films, il y a eu ses livres évidemment, il y a eu plein de choses dessus. Tous ces livres. Il y a eu des films, mais bon, un film en tout cas que je connais qui, j'ai pas vu trop le lien. En fait, il y a iRobot et J'ai pas vu le deuxième. l'autre sur les robots. Bon, il y a surtout eu les livres, hein, voilà, on va tenir compte que des livres. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie de Fondation. Donc en fait, Fondation se passe bien après les robots, mais c'est dans la même univers, la même continuité. Et l'idée de Fondation, donc qui est, pour vous faire la petite histoire, à la base c'est une saga en 5 volumes, qui a ensuite été agrémentée de 2 volumes qui se passent juste avant le début de Fondation, et qui donnent les prémices un peu de la mise en place de tout ça. Bon, globalement, C'est prélude à Fondation. Fondation et prélude à Fondation. D'accord, parce qu'il y a encore une préhistoire Ah, j'ai pas écrite lu. par Asimov, par Ah, contre, c'est pour ça que j'ai pas lu. mais qui a l'aval, le seal of approval. Même s'il était mort, Asimov, à ce moment-là, mais il y a le seal of approval des descendants. Voilà, des descendants, d'accord. Ok, bah j'ai pas lu cette partie-là, donc moi je connais du coup les 7 livres. Donc, et il y a un concept qu'on entend parler tout le temps dans ces livres, donc je vais essayer de pas spoiler les bouquins, mais ça va pas vous spoiler si Alors, je parle de ça. c'est même plus que ça, parce que j'en avais déjà parlé de ce que tu as parlé, c'est dans toutes les nouvelles aussi qu'il a écrit avant, Oui, c'est vrai. où vu que ça se passe sur un univers qui est très 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 proche, avec 2-3 variations à chaque fois, Oui, c'est vrai. mais revoyez l'épisode où on parle du travail, j'en ai reparlé aussi de ça, D'accord. sur une nouvelle. Bah du coup, ça se matche bien aussi avec cet épisode-là, c'est pour ça que j'en reparle. Donc c'est la psychohistoire. Alors la psychohistoire, qu'est-ce que c'est? Pour faire très 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 simple et très vulgarisé. Psychomantis qui lit ta carte mémoire. Ouais. Ouais. Donc en gros l'idée c'est simplement qu'on est capable de prédire l'avenir de l'humanité en étudiant le passé et avec les bonnes formules mathématiques qui vont bien. Globalement, ça c'est la version très 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 basique du truc. Ce qui se passe en fait dans Fondation, c'est que les 2 premiers tomes, Aube et Prélude, vont montrer la mise en place de cette psychohistoire et la suite va montrer l'application, on va dire. Pas en dire plus. Alors l'intérêt de cette psychohistoire, et ça se base sur un postulat, enfin sur 2 postulats, mais un très très important et qui nous intéresse beaucoup là, tout de suite maintenant, c'est que si tu veux, donc tu peux prédire l'avenir de l'humanité avec la psychohistoire. En gros, ça te dessine des lignes, des arbres, des choix, où du coup tu sais que si à tel moment tel événement se passe, bah tu vas partir sur cet arbre et puis de proche en proche tu arrives à aller sur un avenir lointain de l'humanité. Ils utilisent pas ça dans Doctor Who? Dans les nœuds de l'histoire où il peut changer l'histoire de l'humanité? Bah je sais pas, non je pense pas, mais ça me dit non, pas trop pareil. Pas trop pareil. Non, pas trop pareil. Alors l'intérêt de la psychohistoire, donc ça va être de prédire l'avenir et puis ensuite d'avoir un chemin qui te permet de dire, bah en suivant ces étapes-là, on peut amener l'humanité vers cet avenir. D'accord. On en parlera plus tard. L'idée, par contre, de la psychohistoire, c'est que ça se fonde sur 2 postulats essentiels. Le premier, c'est que ça marche sur des masses, c'est-à-dire, c'est vraiment à l'échelle de l'humanité, ce n'est pas applicable à l'échelle d'un individu en particulier. Et donc ça veut dire que, bah, s'il y a des choses très particulières qui peuvent arriver, bah, ça sera pas prédit. Et le deuxième, c'est que ça marche exclusivement si si l'humanité en règle générale vers laquelle on essaye de la destiner vers un avenir, donc les personnes ou les groupes de personnes qu'on va manipuler pour les emmener vers telle destination ne sont pas au courant que ça existe. Ouais. Du moment où t'es au courant que la psychohistoire existe et qu'on essaye de t'emmener vers un but, Tu vas faire un rêve. c'est pété. Ça marche plus. Bah oui, parce que le gars va dire, bah moi je veux pas être prédestiné, va te faire voir, je fais autre chose. Ouais. Par exemple. Enfin, le gars ou le groupe de personnes. Pas toujours. Fois. Pas toujours. Pas toujours, il y en a qui vont dire, non, on veut l'appliquer, c'est cool. Et tout ce qui est adepte de la psychohistoire, les psychohistoriens,
Voilà, les cours religieux limite. Oui, ouais, alors ça devient après. Mais il faut vraiment lire ces romans si vous n'avez pas lu ça, c'est juste génial. Enfin voilà. C'est que des dialogues tout le temps, donc ça va vite à lire. Ça va vite à lire, c'est extrêmement bien écrit avec un côté. Asimov aimait pas le côté, tu sais, très très chiant à lire des auteurs. Mais c'est pas Tolkien, hein. Ouais, voilà. je pensais pas forcément à Tolkien, mais des auteurs qui aiment des phrases alambiquées, à rallonge. Ouais, il aimait pas ça. Il aimait la Tolkien, simplicité dans l'écriture. Et c'est vrai que c'est super agréable à lire. L'histoire est super. Enfin bon bref, donc ça déjà lisez-le. Mais du coup ça appuie bien notre propos puisque c'est vraiment une théorie intéressante qui fonctionne du coup, qui est assez basée sur les algorithmes prédictifs finalement puisque il fonctionne sur l'étude du passé. Ça va lui permettre de déterminer comment peut se comporter l'avenir, sachant que entre le moment où j'ai mes stats de mon passé et ma ligne d'histoire qui est tracée pour les 500 ans à venir, il y a un gros travail de trouver les formules mathématiques qui permettent bien sûr de d'amener au résultat. Là où il y a un petit manque, je trouve, mais c'est un roman de science-fiction, hein, c'est pas une œuvre, c'est pas un traité scientifique qui se veut être appliqué, bien évidemment. Là où, par exemple, on sent qu'il manque des choses dans sa théorie, c'est comment on valide telle équation mathématique ou pas, comment on dit qu'elle est juste. Alors on va dire, ils en parlent un petit peu, genre je la réapplique au passé, et puis si ça marche, c'est que c'est bon. En fait, t'as des validations dans les nouvelles qui expliquent que t'as... Ah, mais j'ai pas lu les nouvelles encore. En fait, tout ce qui est psycho-historien, ils sont gouvernés par des machines de contrôle, et en gros, c'est l'histoire de la Big Machine. D'accord. Et en gros, c'est validé, des choses qui sont passées par l'humain sont validées par la machine, qui pourraient être implémentées dans une machine. Ok. Voilà. D'accord. J'ai pas lu ces nouvelles-là, donc voilà, il y aura encore plein d'autres choses à lire. Mais de toute façon, faut lire tout Asimov, c'est tout. Voilà. Mais bon, faut le temps de tout lire après. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur les algorithmes prédictifs, la psychohistoire, et on en reparlera dans le prochain épisode d'ailleurs de Asimov. Oui. On en reparlera un petit peu. Voilà, c'est bon. Tu peux parler maintenant des théories quantiques. Oui, alors quantique, on va se séparer de ce mot-là assez rapidement, mais en fait, le parallèle qu'on va faire, c'est que je vais défendre un peu le non déterministe de l'histoire, de l'observation de l'histoire humaine, par exemple. Typiquement, le non déterministe, ça veut dire que c'est l'idée que tout ce qui va vous arriver n'est pas déterminé, vous avez toujours le choix. Tous vos choix ont des conséquences et toutes vos conséquences influent sur d'autres choix et ainsi de suite. Mais pour le coup, rien n'est déterminé. Si vous connaissez l'avenir, si quelqu'un vous dit tiens dans 2 ans voilà où t'en seras, il y aura toujours la question du choix de celui qui est concerné par la prédiction. Donc là, on va rentrer dans des prédictions ou dans des visions de l'avenir humaine et comment comment ça va évoluer tout simplement et comment on peut voir les choses. La première chose, c'est qu'il y a 2 types de prédictions. Il y a 2 types de tout, on le dit toujours. Il y a 2 types d'humains, il y a 2 types de profs, ceux qu'on aime, quoi. Voilà, on peut toujours séparer quelque chose en 2. Là, il y en a 2 qui vont nous servir. C'est celle qu'on admet qui nous arrange, tout simplement. Celle sur quoi on veut tendre, et dans ce cas-là, on va pas influencer. Et celle qui nous dérange. Voire même on va influencer dessus de manière positive. Voire même, exactement. Le destin, quoi. Et voilà, exactement. Ou on peut imaginer, dans le cadre d'une prédiction positive, que quelqu'un, voilà, ça va m'arriver. Pépère. Ouais. Et du coup, ça arrive pas. Et du coup, ça arrive pas. Typiquement, on te dit que tu vas voir le bac. Voilà, est-ce que tu fais, voilà. Donc voilà, ça, il faut bien séparer le cas de la prédiction vous plaît ou la prédiction vous plaît pas. Est-ce que vous allez tendre vers elle ou est-ce que vous allez pas tendre vers elle? Ça, c'est un cas très important, selon moi. Donc tout simplement, ouais, c'est ça. Donc dans un cas dans un cas où ça vous plaît, vous aurez plutôt tendance à tendre vers elle, sauf si vous suggérez, ça dépend de la personnalité de chacun. Mais c'est plutôt le cas où ça ne nous plaît pas. Typiquement, on va mourir dans 2 ans. Et d'ailleurs, c'est un cas qui est pris dans beaucoup de modèles de science-fiction, où le méchant, il contrôle tout, il est méchant. Et puis tout d'un coup, t'as une vieille sorcière qui lui dit
eh ben écoute, mon petit méchant, tu vas mourir. Tu vas mourir par un enfant qui n'est même pas encore né, etc. Ah oui. C'est le fameux, voilà. La Belle au bois dormant, par exemple. Le sauveur, là, qui vient. C'est ça. Et ça, c'est très commun dans la fantasy. C'est très commun, parce que, c'est rigolo, le méchant qui comprend mal. C'est souvent ça, en fait, le ressort scénaristique. Le méchant a mal compris la prédiction et s'est trompé et ainsi de suite. C'est le cas dans Harry Potter, c'est le cas dans La Belle au bois dormant, c'est le cas dans le sacro-saint Game of Thrones avec Cersei, surtout dans les livres en tout cas. Aussi, dans la dernière saison, on en parlait. C'est le cas dans beaucoup de choses. Du coup, voilà. On voit bien que l'idée d'avoir un avenir qui nous plaît ou un avenir qui nous plaît pas, il tourne autour du choix finalement. Donc le choix de tendre vers cet avenir ou de pas tendre vers cet avenir et les choix peut-être inconscients qui nous font basculer dans l'abysse de la vie tout simplement ou chaque choix peut avoir des conséquences énormes sans qu'on en ait vraiment conscience. Ouais. Et souvent, ce méchant-là, souvent, il fait vraiment tout pour tuer tout le monde, tous les enfants à naître, etc. Et souvent, il y a quelque chose qu'il avait pas prévu et un enfant qui sort de nulle part, que quelqu'un avait sauvé ou je sais pas quoi. Donc, au final, cette vision un peu déterministe, finalement, parce que là, on parle vraiment de quelque chose de déterministe. Il y avait une vision, donc le méchant a voulu la contrer, mais vu que c'était déterministe, il a pas réussi. Il a pas réussi, tout simplement. Oui. On a un contre-exemple, un exemple qui m'arrange beaucoup mieux. C'est par exemple l'effet papillon. Alors l'effet papillon, c'est pas l'histoire d'un gars qui voit dans le futur. C'est plutôt un gars qui vit son futur, qui a l'opportunité de revenir et de changer quelque chose dans sa vie. Et justement, dans ce film, ce qui est très bien illustré, c'est l'effet papillon en fait. C'est le choix dans sa vie qui détermine tout le reste, quoi. Donc un événement traumatisant, s'il avait réagi comme ça, comment il aurait évolué, etc. Ce film-là est construit comme quelque chose d'assez déterministe dans un premier temps. Parce que le héros, à chaque fois qu'il fait un choix, c'est encore pire. Et donc il revient et c'est encore pire. Oui. Mais à la fin, du film, on voit qu'il a quand même trouvé une solution. Donc un peu extrême, ouais. Après le film, il est construit comme ça, quoi. Mais pour le coup, il laisse entrevoir quelque part que des choix non déterministes existent. Et que c'est pas forcément mauvais pour lui tout ce qu'il peut entreprendre. Donc ça c'était un exemple parmi d'autres. Mais on va revenir sur notre cas de quelqu'un qui refuse la prédiction, mais on pourrait dire quelqu'un où il y a un ensemble de population parce que l'énoncé était ouvert à l'humanité. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour contrer une prédiction? Déjà, ce qu'on sait, c'est qu'une prédiction, ça veut dire que en soi, dans un univers non déterministe, si on fait rien, si on ne sait rien, c'est là-dedans qu'on va tendre. Donc, il va y avoir plusieurs facteurs qui seront importants. Je l'ai dit en commençant, le choix est important. Donc, la volonté en fait, la volonté de changer de prédiction, ça c'est énormément important. Il y a une autre chose qui est très très importante, c'est la précision d'une prédiction. On a une vision, la machine nous dit l'humanité va mourir dans 2 ans. En soi, c'est une information, mais c'est pas quelque chose qui va nous permettre d'y échapper. Ouais, ça va être le magazine l'humanité. Non, mais alors typiquement un truc beaucoup plus précis, ça aurait été de dire la planète Terre va exploser dans 2 ans parce que un rayon cosmique va la transpercer, voilà. Ouais. Okay. Pourquoi pas? Ou un univers nucléaire. Enfin voilà, il y a plein de. Tant que c'est précis, on peut avoir une influence dessus. Oui. Et justement, le dernier point qui est très important pour échapper à quelque chose de déterministe, c'est tout simplement l'influence qu'on peut avoir dessus.
Typiquement, si on nous dit que l'humanité va s'éteindre parce que le laboratoire Umbrella aura développé le mauvais virus qui va tout le monde, qui va faire en sorte que tout le monde devienne des zombies. Au hasard. Toute ressemblance fortuite avec un scénario, non. Non, enfin, du coup, pour le coup, si on a une prédiction assez fiable comme ça, que on a les moyens, typiquement, on dit à Umbrella, Umbrella, hein, vous êtes gentil, mais on veut vivre, nous, et que on a la volonté de le faire, c'est-à-dire les zombies, on n'aime pas trop ça, donc voilà, on a les 3 facteurs importants, on pourra échapper à une prédiction qui est censée être, enfin, une prédiction, c'est de base, c'est déterministe parce qu'on te le vend comme c'est ce qui va t'arriver. Oui. Donc il faut vraiment avoir ces 3 facteurs. C'est les 3 choses. Donc finalement, il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait de prédiction déterministe ou non déterministe. Je pense qu'il y a surtout des comment dire, c'est les facteurs en fait, les types de prédictions. Si on te donne une prédiction assez vague comme par exemple dans Harry Potter, je me rappelle plus c'était trop laquelle, c'était très vague hein, pour le coup. Et ben oui, effectivement là il y a pas grand-chose à y faire et peut-être que le système fait que voilà. Ouais, tu tapes à côté quoi. Tu tapes à côté. Mais si on te donne quelque chose de précis, que t'as les moyens d'influencer sur la chose et en plus elle te plaît pas et que t'as la volonté de le faire, il y a aucune raison, enfin si t'as vraiment tous les facteurs, il y a aucune raison que l'avenir soit déterministe pour le coup. Ok. Voilà, c'est ma conclusion du sujet. Très bien. Ok. Je tiens à signaler qu'on n'a pas spécialement parlé du voyage dans le temps, qui serait un moyen d'aller voir le futur et dire il va se passer ça dans le futur. Oui. C'est un moyen de prédire l'avenir, hein. Oui. Mais vu qu'on a déjà fait un épisode sur le voyage temporel, tout ça, on n'a pas voulu revenir sur ce sujet-là. De toute façon, on n'a pas traité tous les sujets parce que comme d'habitude, on va pas vous faire un truc de 3 heures. On a déjà parlé de flash forward là-dessus. Oui. En plus. N'hésitez pas à revenir sur ceux d'avant. Voilà, c'est ça. Donc ceci va conclure cet épisode numéro 29. Oui. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à continuer le débat dans les commentaires, notamment de la vidéo YouTube, ça on les regarde assez souvent. Voilà, n'hésitez pas. Et puis on se donne rendez-vous dans à peu près 2 mois pour le dernier épisode de la saison, le numéro 30. Salut. Salut. Au revoir.